Bien, bonjour Vincent Burnand-Galpin. On n'est pas tout à fait dans le format habituel de PJTV. Ce serait un peu exagéré que je te présente comme un invité sur PJTV, alors nous avons rédigé ensemble un ouvrage. Alors, je fais un tout petit récapitulatif. On s'est connus parce que tu m'as invité à l'ENSAE. Tu t'occupais de l'organisation des invitations de gens extérieurs. Tu m'as invité, si j'ai bon souvenir, deux fois. Une troisième fois, c'est à HEC. Et c'est d'ailleurs la photo, c'est à HEC quand tu m'as invité c'était quoi, il y a un an ou 2 ans. Et on a commencé à bavarder et ça s'est présenté comme ça dans les conversations, que tu étais prêt à m'aider un peu sur la documentation. De fil en aiguille, on a écrit des articles ensemble. Et quand j'ai fait une série de conférences, un cycle de conférences à la demande de l'Université catholique de Lille sur déclarer l'état d'urgence pour le genre humain, ça s'est présenté, je dirais presque automatiquement, que on collaborait déjà depuis un certain temps sur les textes que je faisais. Qu'on le fasse ensemble, voilà, pour la première fois. Et le livre a paru le 18 mars dans des circonstances un peu bizarres puisque les gens n'ont pas pu se rendre chez le libraire. On va commencer, je vais te demander simplement quelles sont tes impressions jusqu'ici, voilà, d'un livre qui n'est pas véritablement sorti et dont on aimerait bien quand même qu'il devienne un sujet d'actualité. Oui, c'est sûr que c'était pas de chance qu'il sorte à ce moment-là. Mais en même temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est tombé d'une certaine manière à pic quand on se rend compte que les sujets qu'on aborde sont devenus vraiment d'actualité, plus que jamais d'actualité, alors qu'il y a quelques mois, ou même voilà, on aurait pu être pris pour des fous, des idées qui auraient pu passer inaperçues, on ne sait pas, ou trop avant-gardistes, comme on t'a toujours considéré, peut-être. Mais là, voilà, ces sujets-là reviennent. Alors, il y a certaines propositions qui étaient inimaginables il y a quelque temps, qui le sont maintenant. On entend parler de plus en plus de planification, il y a de plus en plus d'historiens qui écrivent des articles pour parler de la planification. Ah, peut-être que c'était une bonne idée à l'époque, peut-être qu'on pourrait s'en inspirer aujourd'hui. L'État-providence aussi qui revient au goût du jour un peu partout, que ce soit à droite, dans la droite sociale ou à gauche. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Euh, il n'est pas vrai que le livre n'ait pas circulé du tout, parce que, je le dis à l'intention de ceux qui connaissent peut-être pas tout à fait le monde de l'édition, à partir du moment où le livre est prêt sous la forme d'épreuves qui sont les dernières, c'est le texte qui va être envoyé à l'imprimeur, ou même avant, quand on est aux secondes épreuves, par exemple, quand on regarde s'il ne reste plus grand-chose à corriger, les éditeurs commencent à faire circuler le manuscrit. On l'envoie à un certain nombre de journalistes, un certain nombre de personnalités, dans un livre, comme pour un livre comme celui-là, des personnalités dans le monde politique et économique. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui l'ont lu quand même s'il n'est pas disponible en librairie. À la dernière minute aussi, dès qu'il y a des exemplaires imprimés, ils sont envoyés aussi immédiatement à un certain nombre de personnes dont on se dit qu'elles pourraient en parler. Et là, personnellement, moi j'ai eu le sentiment, quand j'ai regardé les deux premières interventions de M. Macron, président de la République en France, qu'il y avait des passages qui ressemblaient, je dirais, de manière à ce point proche de choses qui se trouvaient dans notre livre et déjà dans le manuscrit, que ça me semblait une coïncidence. Ça aurait été une coïncidence tout à fait extraordinaire qu'on retrouve des propos de ce type-là sans qu'il y ait eu une influence de la part soit du manuscrit, soit des toutes premiers exemplaires qui ont circulé. Est-ce que tu crois, toi, personnellement, est-ce que tu crois qu'il y a une influence de ce type-là, ou bien c'est simplement une convergence qui est, comme ce que tu as dit, que l'actualité impose à ce point ce type de manière d'aborder les sujets? Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. À la première allocution, il y avait la phrase sur l'État-providence d'Emmanuel Macron. Là, si je retrouve la phrase, enfin voilà, que ça devient une évidence et qu'on doit l'imposer quel qu'en soit le coût. Et bon, voilà, on aurait pu dire coïncidence, mais après, il y a quand même une autre phrase qui est passée un peu plus inaperçue dans la troisième allocution sur la planification. Alors là, personne l'a vraiment souligné. Il disait « Il nous faut bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long,
la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seuls peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Alors, il parlait bien de planifier, il n'a pas utilisé le terme de planification, mais il y a bien quelque chose là qu'il n'ose pas encore dire, peut-être, et qui est là, mais c'est vrai que maintenant, ce sont des idées présentes partout, enfin, qui commencent à émerger, on va dire. C'est comme si on les testait d'une certaine manière. On n'osait pas encore les prononcer, mais pareil avec cet article qu'on avait vu du numéro 3 des Républicains, Aurélien Pradier, qui parlait de cette planification. Enfin, voilà, c'était cette idée de renouer avec le gaullisme qui a la racine de la planification à la française. Et c'est comme si en ce moment, on essayait de, voilà, ces différents partis, tester les idées pour voir quelle est sa réception aujourd'hui. Alors peut-être qu'est-ce qu'on a participé à ça, peut-être, sans aucun doute, peut-être. Ouais. Dans le cas d'Aurélien Pradier, là aussi, j'ai eu le sentiment que ce serait une coïncidence, je dirais, comme on en voit une fois tous les millions d'années, s'il n'avait pas lu notre texte et si ça n'avait pas influencé la manière dont il dit les choses. Jusqu'ici, pour ce qui est des comptes rendus à proprement parler du livre, il y en a eu deux tout à fait intéressants, je veux dire, des grands comptes rendus associés dans les deux cas avec un entretien par ailleurs à mon égard. Et il y a d'ailleurs, toi, tu as eu aussi un entretien, tu nous en diras peut-être quelque chose, mais curieusement, c'est uniquement en Belgique, c'est uniquement dans la revue Trends Tendance, qui est une revue essentiellement pour les milieux d'affaires, et dans l'Écho, qui s'appelait autrefois l'Écho de la Bourse, qui est du même genre que les Échos en France, et ce sont deux journaux, l'un est un magazine hebdomadaire, l'autre est un quotidien, qui s'intéressent essentiellement aux questions d'économie et de finance. Et les deux ont attiré l'attention sur le fait qu'il y a quelque chose que nous n'avions pas loupé dans ce livre qui sort le 18 mars, c'est le fait que nous parlons des pandémies. Nous n'en parlons pas énormément, mais nous en avons parlé quand même parmi les grands risques existentiels, en disant qu'on n'est pas préparé à ce genre de choses, et sous un deuxième aspect qui a été évoqué de manière complotiste ou plus ou moins sérieuse aussi, la possibilité de guerre bactériologique. On nous complimente sur le fait qu'on n'a pas arrêté ça. Si on ne l'avait pas vu, si on n'en avait pas parlé du tout, je crois que là, il y aurait une critique que certains n'auraient pas hésité à faire en disant ils ont pensé à tout, sauf à ce qui allait véritablement se passer. C'est ça l'avantage d'écrire avec toi, c'est que tu as déjà pensé les choses à l'avance et qu'on ne peut jamais rater le futur. Donc, mais oui, ce qui est intéressant, c'est aussi que ce soit deux journaux, enfin tu disais l'Écho, qui est un journal plutôt dirigé vers voilà, la bourse et ces électeurs-là. Et on étant parlé justement au tout début du livre, dans l'avant-propos du livre, que ceux qui s'intéressent à ces sujets-là en premier, ce seront justement ceux ceux qui le considèrent, dont on attendrait le moins cette réaction-là finalement. C'est ce milieu-là finalement de la finance qui guette les premiers signaux et qui serait la première prête à réagir à ce genre de choses. Et donc c'est ce que tu disais, c'est que tu parlais de ça, le Business Roundtable qui parle des priorités, qui remet en cause la priorité uniquement du capital. Et là, c'est eux qui s'intéressent dans la presse belge aujourd'hui à ces questions-là par rapport à notre livre. Oui, mais en même temps, c'est considéré, et d'ailleurs dans l'interview qui est apparue dans l'Écho, Marc Lambrers, qui pose les questions, insiste sur le fait, je dirais, il nous répond un petit peu à l'avance en disant oui, mais regardez, les milieux d'affaires ne sont pas si stupides que ça, regardez le Business Roundtable, qui ont vu que le vent tournait, qu'il fallait faire des choses autrement. Mais à peine cette interview était-elle publiée qu'en France, le MEDEF et surtout l'Institut Montaigne, qui est présenté comme un institut, comme un think tank sérieux, comme des gens qui réfléchissent sérieusement au problème, là sont partis, je dirais, tout à fait dans la direction opposée, proposant, je dirais, quasiment des caricatures de l'attitude ancienne du patronat sur ces questions. J'ai pensé tout de suite, quand j'ai vu la déclaration du MEDEF, à ce banquier qui, en 2008, aussitôt après l'écroulement, a dit
bavardez autant que vous le voulez, ça fera aucune différence. C'est nous qui sommes toujours aux manettes et c'est nous qui reconstruirons le système à l'identique. C'est pratiquement ça, donc la déclaration du MEDEF et puis l'intervention de l'Institut Montaigne. Après, c'est vrai qu'il y a une différence entre les déclarations souvent et les petits détails, on va dire, au jour le jour, ou quand l'urgence économique se présente. Là, ils sont face à des entreprises qui sont au bord du gouffre et c'est sûr qu'ils ne vont pas proposer tout de suite le rattrapage on va dire la défense de la protection de l'écologie. Et alors, leur priorité, c'est celle toujours de garder les entreprises en vie et de demander de l'argent pour soutenir leurs entreprises qui sont au bord du gouffre. Ça, oui, il y a pire parce qu'il y a un passé, parce que je ne sais pas si tu te souviens, c'était Kessler, à l'époque où il était numéro 2 du MEDEF, qui avait dit le but, l'objectif, c'est de détricoter entièrement le programme les jours heureux, le programme du Conseil national de la résistance. Alors que là, il est clair dans notre bouquin, et il y a des pétitions qui circulent en ce sens maintenant, mais nous le disons très clairement dans le bouquin. Ce qu'il y a eu en termes de tentative de réaliser un programme le plus proche de ce que nous réclamons maintenant de nos voeux, c'est les jours heureux, c'est le programme du Conseil national de la résistance. Là, donc, et nous quand nous le disons, nous savons que Kessler a mis ça à l'époque comme étant l'objectif même du MEDEF en France. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une confrontation des idées. On ne fera jamais que tout le monde sera d'accord sur le plan politique à mener. Les jours heureux, c'est sûr qu'il a été dessiné contre les entreprises. À l'époque, il y avait cette méfiance par rapport à ces entreprises qui avaient collaboré. Donc, il y avait un côté punitif qui n'est pas forcément, et qui peut-être se retrouve d'une certaine manière aujourd'hui, et qui n'est pas forcément la meilleure des manières de procéder, certainement, mais qui est de punir d'une certaine manière les entreprises qui ont trop pollué par rapport à ce qu'elles auraient dû et qui nous entraînent vers la destruction de l'environnement. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté punitif il faut pas renouer avec ça aujourd'hui pour qu'il puisse y avoir un consensus qui se dégage. On voit beaucoup circuler de pétitions. J'en ai signé quelques-unes au début sur l'après-Covid. Il en vient plein maintenant. Elles vont toutes à peu près dans le même sens, de dire on ne peut pas recommencer comme on l'a fait, on ne peut pas reconstruire à l'identique. Le message est là. Il n'est souvent pas, je dirais, aussi révolutionnaire que ce qu'on propose dans notre bouquin, parce que dans notre bouquin, vraiment, on propose un véritable programme avec voilà, des points qui sont articulés les uns avec les autres, avec des chiffres pour expliquer comment ça marcherait si ça marchait, avec une réflexion quand on fait de la gratuité, est-ce qu'on peut l'appliquer à tout ou de la même manière exactement. Comment faire à partir de là pour que ce qui sont des déclarations de bonnes intentions et qui sont généreuses absolument, mais qui ne diffèrent pas énormément de tout ce qu'on avait vu comme déclaration en 2008. En 2008, à l'automne, quand tout s'écroule, tout le monde se dit, ils n'oseront pas essayer de reconstruire à l'identique. Maintenant, nous savons, 12 ans plus tard, nous savons qu'ils vont essayer de le faire. En quoi est-ce que ça change les choses? En quoi est-ce que la situation diffère? J'ai le sentiment qu'une pétition comme celle qui circule soit signée par 2000 chercheurs, par 3000 intellectuels, par 10 000 ceci ou ça, que le rapport de force n'aura pas véritablement changé. Et c'est ça qu'on nous du côté du MEDEF, du côté de l'Institut Montaigne, vous pouvez raconter ce que vous voulez, ça ne fera aucune différence. Nous ne tenons absolument pas compte de ce que vous dites. Ça n'entre pas dans l'équation, parce que ça n'entre pas dans l'équation réelle des décisions qui devront être prises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à faire des pétitions de ce type-là? Est-ce qu'il faut essayer de se rassembler tous le plus possible autour de ça? Ou bien continuer comme ça, 2000 signes ici, 3000 signes là? Est-ce que ça a un avenir? Peut-être la première des choses, c'est ce qui est intéressant dans ces pétitions, c'est qu'il y a une convergence, on va dire, des idées, on va dire une clarification, une unification, une harmonisation de ces idées-là.
Mais après, le problème, c'est qu'ils restent dans ce niveau des lecteurs du monde, d'une certaine manière. C'est eux qui disent, ah oui, ben, on est d'accord, il faut sauver la planète et il y a la crise sociale, machin. Mais comment passer au stade suivant? C'est comment finalement parler à tous et le rapport de force démocratique, finalement. S'il en reste que dans les instances et directions politiques, et on va avoir du mal à faire quoi que ce soit quand le pouvoir est détenu et monopolisé par un parti aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire passer, que ce message soit ressenti par tous, y compris ceux qui ne sont pas lecteurs du Monde, qui ne sont pas lecteurs de Libération, qui ne lisent pas forcément notre livre? Comment faire pour que ce message soit le même? Voilà, c'est un peu la question qu'on avait avec le petit homme dont on parle dans le livre. Donc, le petit homme, c'est le terme qu'utilise Wilhelm Reich dans un livre qu'il a publié juste après la guerre, enfin, qui était un espèce de cri de révolte par rapport à tous les totalitarismes qui ont eu lieu pendant la guerre. Et il dénonçait ce petit homme qui lâche, selon lui, qui n'avait pas été à la hauteur de ses responsabilités. Donc, le petit homme, c'est l'homme lambda qui est ni riche ni puissant, qui n'apparaît pas dans les médias. Et il y avait cette idée, il a trois besoins, qui sont trois besoins essentiels. Le premier étant la sécurité alimentaire, la sécurité du logement, voilà, un cadre de vie serein. La deuxième, c'est la justice, voilà, le fait que chacun ait la part qu'il mérite. Et la troisième, c'est la vie bonne, comme il dit, c'est-à-dire voilà, une vie simple avec sa famille, pouvoir vivre tranquillement de sa famille, avoir des moments conviviaux. Et ce sont les priorités de ces petits hommes, comme on les appelle. Et comment faire pour que le message un peu général de sauvetage du genre humain colle avec finalement les envies de chacun. Et c'est ça tout l'enjeu. Et c'est une fois qu'on arrive à joindre ces deux choses qu'on arriverait peut-être à avoir un rapport de force pour nous. Mais il y a deux dimensions. Il y a la dimension être les plus nombreux. Et là, à ce point de vue-là, on peut regretter effectivement que ces initiatives de pétition ont l'air de chaque fois démarrer à partir d'un groupuscule et qu'on retrouve en fait l'éparpillement un peu de la gauche au niveau de ces trucs qui circulent. Et là, on peut imaginer, oui, qu'on essaye pour une fois, parce que c'est très rare dans l'histoire de la gauche, qu'on se mette vraiment d'accord et qui est, comme on a pu le voir d'ailleurs à certaines occasions, comme la réforme des retraites et des choses comme ça, une véritable unité. Mais une fois qu'on montre ce rapport de force, on peut le montrer de deux manières. On peut le montrer qu'on a du coup une influence au Parlement sur ce qui va se décider, ou bien qu'on a simplement une influence dans la rue. Et on a le sentiment que la déconnexion est de plus en plus... le fossé de plus en plus grand, dans la mesure où le problème, et on l'a vu pour l'Europe, le problème, ce n'est pas les institutions européennes, le problème, c'est que nous tous, dans les pays européens, nous élisons des représentants au niveau du Parlement européen, au niveau qui ensuite se cooptent pour avoir des dirigeants au niveau de l'Europe qui représentent des opinions de droite extrêmement conservatrices. Comment arrive-t-on d'abord à avoir l'unité du côté, je dirais, de tous les gens qui s'identifient à des idées généreuses, etc. Mais ensuite, ce que j'avais résumé par une formule qui n'est pas du français, faire que les sacheurs soient aussi des décideurs. Parce que on le voit, et dans notre société qui recourt assez facilement à une répression un peu aveugle et extrêmement dangereuse et très menaçante, on semble avoir perdu tout à fait ce souci qui semblait central dans les années 30 et dont parlait Keynes, empêcher, et qui était central à l'invention de la sécurité sociale par Bismarck. Bismarck n'était pas un type de gauche du tout, mais il avait peur de la rue et on a inventé cette sécurité sociale pour empêcher une révolution. On a l'impression qu'avec les moyens de répression, les robots tueurs bientôt, les drones qu'on pourra utiliser aussi bien contre des gens qui manifestent dans notre propre pays que contre des étrangers, ou bien on arrivera assez facilement à définir comme terroristes des gens qui simplement ont des opinions dissidentes. Comment rendre les gouvernements
davantage sensibles à justement ce ressentiment qui monte dans les populations. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont plus peur de la rue, et c'est peut-être ça un des premiers problèmes. Et le deuxième, c'est la représentation nationale. Comment faire pour que, effectivement, ça corresponde, comme on voyait, comme tu disais, pour la discussion des retraites. Il y avait une unanimité de certains, des partis contre l'opposition pour ce programme, alors que la majorité du Parlement était pour le voter. Donc, comment faire? C'est la grande question. Moi, j'y ai apporté, je t'avais montré ce livre, une petite pierre à l'édifice. C'est ce guide d'action du lycéen engagé. Voilà, donc peut-être que voilà, l'idée là-dedans, c'était que chacun doit se saisir des institutions qui existent. L'idée, c'était, voilà, au lycée, il y a ce qui s'appelle le conseil d'administration qui décide un certain nombre de choses et où il y a des représentants des lycéens. Il y a le conseil de la vie lycéenne qui est, voilà, qui est à parité élèves et professeurs, enfin administration. Et donc là, il y a un certain nombre de choses qui existent aussi, les associations dans les lycées. Et l'idée, c'est que toutes ces institutions existaient et il y avait de quoi faire pour s'engager, mais il n'y avait pas les bonnes personnes pour y aller d'une certaine manière. Certains se faisaient élire sans savoir ce qu'ils pouvaient faire, d'autres y allaient juste parce qu'il fallait remplir les places. Et l'idée du guide, c'était de dire, bah, voilà, maintenant, il faut savoir se saisir de ce qui existe et de donner les bons outils d'engagement, avoir une action crédible. Peut-être que c'est ça aussi qui manque, c'est les actions crédibles. Finalement, on arrive très facilement à décrédibiliser les mouvements, comme celui des Gilets jaunes, qui a été très rapidement taxé de tous les maux, et alors que la force organisationnelle est devenue difficile. Je réfléchis là tout haut. On a parlé du Conseil national de la résistance et tu l'as souligné. C'est parce que la droite patronale s'était discréditée par la collaboration qu'une union nationale a pu se faire pratiquement de l'extrême droite à l'extrême gauche. Est-ce qu'il faut attendre que le patronat se discrédite complètement ou bien est-ce qu'il suffit d'insister peut-être comme nous le faisons tous spontanément en disant mais il se discrédite déjà par des déclarations incendiaires, par des propos qui conduisent à la rébellion par leur morgue, leur assurance de classe. Je crains que pour obtenir l'union, il faille encore davantage et espérons que ce ne soit pas le cas, qu'on pourra cette fois-ci. Mais quand on fait des raisonnements, j'allais le dire, que cette fois-ci, on sera peut-être plus raisonnable. Et là, je crois que tous les grands philosophes nous enseignent une chose, c'est que des raisonnements fondés sur fois-ci, on sera plus raisonnable. Il ne faut pas compter là-dessus. Il faut compter que les choses se passeront un peu comme avant, ou pratiquement toujours comme avant. La difficulté, c'est que les gens qui ont tiré les leçons, ce ne sont pas les gens qui prennent les décisions ensuite. Il est question que M. Macron prenne au sérieux, je dirais, les propos qu'il a tenus. On sait qu'avec M. Sarkozy, ça n'a pas été le cas. Le discours de Toulon n'a pas été mis en pratique. Et je souris parce que je pense bien entendu à M. Hollande et mon ennemi c'est la finance. Et puis là, ça n'a pas tenu, je dirais. À la fin de la même journée, le propos était déjà dissuadé dans les faits. Avançons, profitons de cette discussion entre nous pour lancer le débat. Il est clair que bon, quand j'invite des artistes comme les frères Dardenne, bon, ce sont des artistes qui sont engagés sur le plan social. Marina Vladi est une actrice, mais c'est une actrice qui n'a jamais caché ses opinions sur le plan politique et qui n'est pas opinions qui sont très proches des nôtres. Quand j'invite des gens, des politiques à proprement parler comme Paul Magnette et Clémentine Autain, qu'on nous aurons dans quelques jours, il est plus facile de parler des choses, je dirais, dans les mêmes termes exactement. Je crois que tu avais une question à me poser justement sur cette petite tentative de TV, c'est quoi? C'est ça, c'est on a invité donc maintenant 6 personnalités depuis le début. Qu'est-ce que tu retiens de ces 6 personnes, de ces entretiens?
auxquels on n'aurait pas pensé, nous, dans le livre, et qu'est-ce qu'ils apportent de plus, finalement, à notre sujet, qui est comment sauver le genre humain? Mais il y a des choses qui m'ont surprise, heureusement. Je veux dire, c'est pour ça un peu qu'on fait ça, c'est pour qu'on apprenne quelque chose. Quand Attali a dit, et je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais quand Attali a dit que c'est la première fois qu'on fait passer l'humain avant l'économique, ça m'a forcé à réfléchir. J'ai vu, moi, je vois essentiellement ce qui s'est passé comme le fait que la préoccupation de l'humain, c'était simplement de ne pas déborder des capacités des hôpitaux, capacités qui étaient plus faciles à déborder parce qu'on a imposé la logique du boutiquier à la gestion des hôpitaux, alors qu'avant, on avait le sentiment que c'était un service public à proprement parler, pas une boutique qui essaye de faire du profit et qui se met elle aussi dans la logique du flux tendu, dont on voit que dans des circonstances de crise, ce n'est absolument c'est pas ça qui peut marcher. Non, ça m'ouvre évidemment les horizons de poser des questions à des gens qui me dire des choses qui éventuellement je ne sais pas, mais c'est évidemment davantage du côté des gens comme Attali et comme Magnette sont des personnes qui sont au pouvoir, qui ont été proches du pouvoir et qui ont un souci, je dirais, que la lucidité reste dans le cadre de ce qui apparaît faisable, même si ce faisable, c'est éventuellement d'ordre révolutionnaire, mais de l'ordre du faisable, de l'ordre de ce qu'on peut faire, sachant le type de contraintes qui existent dans des sociétés humaines. Et je viens d'en évoquer une, c'est le fait que n'espérons pas que les gens auront changé quand on en aura vraiment besoin. Les êtres humains ont cette capacité extraordinaire à la survie. Il y a une robustesse extraordinaire qui a des bons côtés et des mauvais. Le bon côté, c'est la générosité, c'est l'héroïsme, c'est la sainteté éventuellement qu'on voit apparaître quelquefois. C'est aussi du calcul à court terme, c'est la lâcheté, c'est la couardise aussi. Nous avons affaire à tout l'éventail et pour la suite, il faut que nous tenions compte du fait que tout l'éventail sera toujours là et qu'il faudra changer les choses dans cette perspective. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement compter, et ça c'est Luc Dardenne qui le disait l'autre jour, on ne peut pas compter simplement d'un soulèvement populaire qui renversera tout et on mettra quelque chose entièrement à la place. Les quelques tentatives qui ont été faites était tellement désorganisé que ça n'a pas donné grand-chose ou que ça s'est retombé très rapidement. L'URSS est tombé dans des travers du tsarisme, je te dirais par inertie simplement, à l'intérieur du système. C'est ce que tu dis, oui, c'est la phrase Élisée Reclus qu'on cite dans le livre, que oui. Ces actes-là populaires de révolution, c'est difficile d'espérer quelque chose de ces mouvements-là qui se règlent au hasard des balles, de qui a été tué, de qui a les forces en présence à un moment donné. Ouais. Mais dans l'autre sens, la difficulté à se faire entendre par une droite au pouvoir qui s'est convaincue, et ça c'est vraiment, je dirais, une des forces de ce néolibéralisme, ultralibéralisme, qui s'est convaincue que ce qu'elle propose sont des solutions purement techniques, que c'est la seule solution au problème, dans une espèce de logique d'ingénieur. There is no alternative. Il n'y a pas d'autre choix que de faire ce que nous... Parce que nous sommes des ingénieurs, nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des ingénieurs, disent-ils. Et nous avons trouvé la seule solution. Il y a ça Keynes avait déjà la réponse. Il a dit à l'économie, il ne faut pas trouver des solutions économiques, parce que les solutions économiques, ça peut vouloir dire les solutions optimales, elles peuvent être à 30% de chômage, à 5% de chômage, à 2% de chômage. On ne va pas prendre la solution à 30% de chômage. C'est pas parce que c'est pas la bonne solution économique, c'est parce que politiquement c'est invivable un système de ce type-là. Et ça, il faut pouvoir réintroduire cette notion. Et là, nous intéressons, nous en parlons
parlons sur un plan théorique et puis sur le plan pratique, cette idée de remplacer cette logique de coût, cette logique de moyens, cette logique de boutiquier, cette logique du père de Madame Thatcher qui était épicier, d'essayer de gérer un État en minimisant les coûts et en regardant à l'arrivée ce que ça peut bien donner, alors qu'un État doit s'occuper, ça, bon, c'est pas des gens comme Richelieu, des gens de cet ordre-là qu'il aurait fallu rappeler ça. Un État doit se donner des objectifs et trouver les moyens de réaliser ces objectifs. Mais il faut que nous arrivions à mettre l'État-providence, l'État de bien-être au centre des préoccupations et à faire que le reste soit subordonné à ça. Si nous arrivions à mettre sur le terrain politique et des discussions d'intellectuels, etc., et d'éducation populaire à faire, cette idée-là de remplacer cette logique des moyens par celle des objectifs, ce serait déjà pas mal. Là, ce serait, je crois, un bon pas dans la bonne direction. Oui, c'est vrai que là, quand tu parles de techniciens et d'ingénieurs qui cherchent à minimiser les coûts, c'est vrai que c'est la logique que l'on enseigne. Et finalement, on confond finalement l'ingénieur avec la volonté démocratique ou la volonté populaire. Dans mon école à l'ENSAE, on ne nous apprend pas des objectifs finaux, on nous apprend comment y arriver, on nous met un cadre. Donc voilà, certains chiffres, certaines statistiques, qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils de deep learning, de choses comme ça. Mais c'est toujours pour un objectif donné, c'est-à-dire qu'il y a un supérieur qui va nous donner un objectif et il va falloir l'atteindre avec les matériaux qu'on a. Et donc c'est finalement, parfois on peut confondre la position de l'ingénieur qui est effectivement très importante parce qu'il est là pour faire que ça marche, pour atteindre les objectifs, et on confond la position de l'ingénieur qui va minimiser les coûts avec celui qui donne la direction finalement et qui doit l'incarner. Et on a tendance à faire que l'ingénieur est aussi celui qui donne la direction alors que lui, sa seule manière de donner une direction, c'est de minimiser les coûts, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire pour que les points qui nous semblent importants, qui se trouvent dans ce livre, pour qu'ils se trouvent au centre du débat, pour qu'on parle des thèses de ce livre? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire, nous, maintenant, parce que bon, l'attitude traditionnelle de quelqu'un qui écrit un livre, c'est voilà, l'éditeur diffuse le livre, les auteurs peuvent éventuellement contacter des gens qui connaissent, et puis on attend de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut être plus proactif, comme on dit maintenant? C'est vrai. Comment être plus proactif? Et c'est toute la question de l'écriture de ce livre, parce que c'est vrai que toi, tu as déjà fait ce genre d'activité, tu en as déjà écrit un certain nombre. Moi, c'est le premier, enfin le deuxième avec le guide. Mais c'est vrai que là, j'en suis à un stade où je suis plutôt dans un bouillonnement intérieur. Je me dis, mais non, je ne veux pas que écrire. Il y a un moment où je dois passer à l'action. Donc c'est ça, oui, c'est cette quelles sont les possibilités d'action, quelles sont les possibilités quels sont les leviers. C'est la vraie question. On en propose certains à la fin du livre, mais ça reste insatisfaisant. Oui. Dans notre position à nous, c'est déjà celle de rendre beaucoup plus clair aussi finalement le message du livre. C'est d'en parler comme tu le fais, enfin, à chaque fois que tu écris un livre, tu en parles, des centaines de personnes et des événements. C'est déjà, à l'échelle individuelle, c'est déjà beaucoup. Aussi, il faut voir ça, c'est que à l'échelle individuelle, c'est toujours difficile d'en faire plus que ce que notre taille illimitée le permet finalement. Quel a été le destin du guide, du lycéen engagé? Le destin du guide, ça a été qu'il a été distribué déjà dans tous les lycées de Paris, parce que l'éditeur, c'était l'Académie de Paris, au CVL, au Conseil de la vie lycéenne, aux ceux qui étaient déjà dans les instances. Mais c'est vrai que c'est difficile toujours de retracer où ça en est. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça a beaucoup aidé les gens le personnel qui encadre justement les lycéens engagés. Typiquement, les conseillers principaux d'éducation, qui sont souvent là aussi dans ce rôle-là, eux l'ont beaucoup utilisé pour justement donner les outils à informer de ce qui était possible et ce qui n'était pas possible de faire. Et c'est en ça aussi que ça a beaucoup aidé. C'est finalement, on pensait toucher directement le public lycéen, mais il a aussi touché le personnel académique qui encadre. Donc il y a une leçon là. Il y a une leçon là pour nous.
c'est qu'il faudrait faire l'équivalent. Il aurait fallu que ce soit l'Élysée qui distribue notre livre dans tous les foyers. Et on va essayer que la prochaine fois, on essaiera que ça se fasse comme ça. Voilà. Mais peut-être qu'il l'a fait déjà dans cette déclaration. Bon, à voir. Alors, moi j'avais une question aussi pour toi, parce que bon, on a beaucoup tendance à valoriser ce que notre livre a prévu, comment il est d'actualité, etc. Mais qu'est-ce que notre livre, à quoi il n'a pas pensé? Qu'est-ce qui lui a échappé par rapport à aujourd'hui, 2 mois après sa publication et 5 mois après qu'on ait fini de l'écrire finalement? Mais ce qu'il aurait fallu, c'est pas simplement qu'on ne soit pas en faute en ayant mentionné les pandémies comme un risque possible. Mais je te rappelle que nous avons eu une inquiétude au début de la crise. Nous avions tous des inquiétudes pour notre santé et celle de notre entourage. Mais on s'est dit aussi la chose suivante. On s'est dit, d'une certaine manière, ça tombe mal parce qu'il va y avoir cet épisode de Covid et ça va disparaître assez rapidement et nous aurons du mal à refaire connecter l'état d'alerte dans lequel se trouve la population avec avec ce qui est le point central, qui est en arrière-plan quand même de sauver le genre humain, c'est-à-dire un danger de type réchauffement climatique, montée des eaux, etc., etc., sans que l'image de pandémie s'intègre là-dedans. Or, on s'est aperçu quand même petit à petit, et malheureusement pour nous, d'une certaine manière, il n'y aura pas une crise du Covid qui sera résolue la semaine prochaine et qu'il n'y aura pas de séquelles. Donc, d'une certaine manière, ça aide sans doute le livre, le fait qu'il y ait une transition douce entre l'alerte de la population par rapport à la pandémie et la préoccupation générale. Donc là, je dirais c'est plutôt un avantage du livre. Mais ce qu'il faudra, c'est ce que là il fallu peut-être ajouter, c'est dans le cas de tous ces risques que nous avons mentionnés et que nous avons bien fait de mentionner, de montrer comment ils pouvaient éventuellement s'intégrer dans un cadre plus général d'effondrement. Et c'est ça que nous avons vu chez nos amis, collègues collapsologues. Parfois, c'est en récent, c'est une espèce de, comment dire, de désarroi, alors que cet épisode est un épisode tout à fait extraordinaire dans notre vie, qui provoque par ailleurs une crise économique et probablement financière aussi, une absence d'intégration dans un schéma global. Et ça, c'est un peu la difficulté de l'humain, c'est que nous avons chacun, et l'espèce a malheureusement ou heureusement pour elle la capacité d'oublier très très vite. On nous dit oui, mais plus personne ne se souvient de la grippe espagnole. Mais oui, mais c'est parce que nous sommes tous morts et nous avons tous tendance, bien entendu, à retenir essentiellement les choses dont nous avons une expérience. Donc peut-être un regret de ne pas avoir prévu je dirais, des connexions plus étroites entre différents types de scénarios et ce qui aurait pu se passer. Nous avons peut-être pris peut-être comme trop acquis le fait qu'une grande catastrophe, ce serait nécessairement quelque chose de l'ordre du réchauffement climatique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, il y avait aussi un autre élément que j'avais noté. C'était, alors, voilà, quelque chose qui n'est plus d'actualité finalement. C'est, t'avais noté ça, c'est la peur d'avoir peur. On disait avant, là, voilà, quand on parlait du réchauffement climatique et ce genre de danger, finalement, on ne voulait pas faire peur au public de ce genre de danger-là. On minimisait toujours les risques, mais on disait il faut faire la transition écologique, mais bon, c'est une chose qu'il faut faire comme une autre. Mais aujourd'hui, peut-être que une des seules choses, peut-être des avantages de cette crise, c'est qu'il n'y a plus cette peur d'avoir peur, parce qu'on a eu vraiment peur pour le coup, et on l'a toujours, cette peur. Et donc finalement, on a brisé la glace de cette peur d'avoir peur, et ce qu'on craint, ce qu'on craignait justement, c'est que ça nous évite d'agir. Quand on est dans le déni, on n'agit plus. Mais quand on a vraiment peur, et ben là, c'est le temps de se bouger, quoi, finalement. Est-ce que ce ne serait pas un avantage, finalement, de cette crise-là? Oui, mais il y a aussi un autre aspect, évidemment, c'est le fait que la peur, c'est comme les langues d'Ésope, elle peut nous conduire à l'action dans la bonne direction, elle peut aussi nous conduire à partir paniquer dans toutes les directions. Il y a des effets collectifs.
une panique qui disperse une foule, ben finalement, par rapport à la situation, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Il vaut mieux que les gens se dispersent. Mais là, c'est au niveau, je dirais, au niveau des effets de foule. C'est pas au niveau des individus raisonnables. Et on a vu, voilà, c'est une des grandes leçons. On pouvait le prévoir là aussi. L'engouement des gens qui ont peur. Pour les sauveurs miraculeux, les faux prophètes, les gens qui vous disent en fait il se passe rien et on aura de toute manière on aura une solution demain. La peur n'a pas que des avantages non plus. Elle peut nous conduire aussi dans des directions extrêmement dangereuses. Oui, mais alors oui, c'est sûr que ça peut nous faire surréagir. Et il y avait un autre élément qui pouvait être intéressant de cette crise, c'est finalement, dans le livre, on cherchait à faire visualiser les risques qui pouvaient avoir lieu. Et ce qui nous a montré, c'est cette répétition générale de cette crise, d'une certaine manière, alors qu'on s'est forcé dans le livre à écrire un certain nombre de schémas, comme tu l'as fait à partir de films. On disait, voilà, tel film peut énoncer tel type de catastrophe. Mais finalement, tout ça, comme tu le disais avant qu'on commence la vidéo, c'est que les gens, quand ils liront le livre après cette crise, ils diront, mais en fait, on sait déjà tout ça finalement. Il y a de certaine manière, il y a déjà cette première intuition de la chose qui s'est ancrée finalement dans l'esprit des personnes. L'avantage des films, bien entendu, et des romans, pour les gens qui arrivent à visualiser vraiment un roman quand ils le lisent, c'est que ça nous donne une représentation d'un danger qui n'a jamais eu lieu. Et c'est ça qui aide, bien entendu. Parce qu'on a vu dans des catastrophes où des enfants se sont trouvés isolés, qu'ils disent après qu'ils ont survécu parce qu'ils avaient vu dans tel et tel film qu'on faisait de telle et telle manière. Donc ça, c'est formidable, cet aspect-là. Mais à l'inverse, maintenant, quand je réfléchis à donner un cours donner un cours à Lille sur l'après-Covid ou la notion d'après-Covid, j'ai beaucoup plus de mal à trouver des utopies, de véritables utopies, de représentations qui pourraient nous donner, sauf d'ordre absolument religieux. J'en parlais l'autre jour avec Dardenne, ce film extraordinaire fait par un athée absolu comme Pasolini, admiré non seulement par tous les athées, mais admiré aussi par les gens d'église qui ont vu que là, bon, il y a une utopie, il y a une véritable utopie, et c'est une utopie qui a marché pendant 2000 ans, quoi qu'en pense Emmanuel Todd. Et malheureusement, les problèmes qui sont posés autour de ça sont essentiellement les problèmes liés au clergé, qui s'est constitué autour de ça comme une sorte de structure de maintien de l'ordre. Mais quand j'ai regardé un petit peu des utopies, des images auxquelles on pourrait s'identifier, il y a cette image, bien sûr, des jours heureux du programme du CNR. Il y a aussi... il y a l'image, dans mon enfance à moi, quand j'avais 8-9 ans, il y avait cette image de l'an 2000 qui était, elle a une image utopique et absolument, je dirais, fascinante, mais qui était liée au fait que les robots nous délivreraient du travail, que la richesse, et bon, ce qui n'était jamais remis en question dans ces utopies, c'était le fait, ce qui paraissait évident, que la richesse serait partagée et pas concentrée comme elle l'est maintenant. Est-ce qu'il faut simplement ressusciter d'une certaine manière ces utopies ou en créer, parce que nous en manquons vraiment sérieusement. Et c'est vrai que tu parlais de l'utopie de l'an 2000 pour toi. Pour les gens de ma génération, on parle souvent de 2050. Et 2050, c'est plus la dystopie absolue, quoi, de la crise et de l'effondrement total. Donc c'est ça. Et c'est peut-être, oui, ça revient à la question, pourquoi est-ce que tu as écrit des dizaines de livres et maintenant tu te dis, bon, bah, je vais avoir un co-auteur. Qu'est-ce qui apporte ces deux points de vue pour toi? Apparemment, on le voit, la différence, qui est une différence d'exactement un demi-siècle, c'est malheureusement d'un monde qui était un monde avec un espoir qui était d'un paradis terrestre,
Et 50 ans plus tard, c'est un monde en effondrement, en disparition, avec le spectre d'une extinction pure et simple du genre humain. La seule utopie, je dirais, véritablement convaincante parmi celles que j'ai retenues, c'est celle des enfants d'Icare en français, Childhood's End, c'est-à-dire que nous soyons sauvés par des extraterrestres qui auront compris comment nous fonctionnons et qui auront trouvé les solutions à la place. Comme approximation de ces extraterrestres qui savent tout beaucoup mieux que nous, il y a maintenant la possibilité de l'intelligence artificielle. Et moi, je ne suis pas de ceux qui sont absolument sceptiques par rapport à ça. Je ne crois pas que ce soit lié de manière fondamentale au fait que j'ai été chercheur dans ce domaine, mais je crois que notre problème, essentiellement, c'est la dynamique d'affect qui nous fait aller dans la bonne direction, mais qui aussi peut nous emmener tout à fait sur des voies de garage. Et ça, les machines n'ont pas nécessairement cet affect, et c'est sans doute un avantage. Elles peuvent regarder les choses calmement, analyser les données à une échelle dont nous sommes absolument incapables. Nous sommes en train de passer à ce stade où nous sommes comme le chimpanzé qui voit ses deux gardiens devant sa cage et qui n'a pas la moindre idée de quoi il parle. Est-ce que l'intelligence artificielle va être ce sorte de Deus ex machina qui viendra nous sortir à la dernière seconde d'un pétrin dans lequel nous avons l'air d'être bien engagés? C'est sûr. Et toi, alors, il y a tu crois en cette machine qui peut nous sauver, je n'en doute pas, mais c'est vrai que moi, il y a quand même cette idée qu'il y a quelque chose, c'est ce que j'écrivais à la fin du livre, d'exaltant finalement dans ce combat-là. Est-ce qu'il y a certainement beaucoup de peur dans tout ce qui peut arriver, mais il y a aussi un certain courage qui peut renaître, une certaine ferveur qui peut renaître de ce combat-là. Voilà, c'est vrai que ce serait plus ce genre de choses-là qui me motive, parce que bon, ça me va d'être sauvé par les machines, mais j'aimerais quand même que j'ai eu quelque chose à faire là-dedans aussi. S'il y a bien une chose pour laquelle, malheureusement, les êtres humains sont bien équipés, c'est le combat, c'est la lutte. Je regardais pour mon cours d'anthropologie interculturelle si les conquistadors, une poignée de bons hommes, ont pu prendre le pouvoir au Mexique, ont pu prendre le pouvoir chez les Incas, c'est parce que ces pays étaient des pays qui étaient plongés dans la guerre civile et qu'il a suffi de prendre le parti de l'un contre l'autre. Notre disposition à la combativité, c'est une fragilité. Et dans un cas comme celui-là, on voit de manière tout à fait flagrante. Il faut que nous puissions mettre toute cette énergie que nous avons et que nous avons mise en grande partie au service de la destruction. Il faut que nous arrivions à la mobiliser dans le sens de la construction, du maintien, et d'aller vers une image d'un paradis terrestre. Bon, c'est une image religieuse, mais nous pouvons le faire. On parle de lendemain qui chantent. C'est aussi une expression qui a circulé dans les milieux de gauche. Les jours heureux. Oui, c'est faisable. C'est un peu cette image-là, oui. Et c'est un peu cette image-là. On parle souvent des jours heureux, du programme du CNR et ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'il y a la partie programmatique, politique, qui intéresse beaucoup, mais il y a aussi finalement toujours quelque chose qui revient. Et c'est pour ça que cette image plaît autant. C'est que cette idée de lutter contre la résignation, cette attitude toujours combative, de ne se pas laisser abattre par la passivité mélancolique. C'est ça aussi qui plaît dans cette image-là et qui peut-être, certes, il y a des symboles qui sont récurrents, mais s'ils peuvent motiver un tant soit peu pour ce combat, tant mieux. On va essayer. Est-ce qu'on a fait le tour là? On a peut-être fait le tour là de ce qu'on essaie de faire maintenant. On va arrêter là. Je termine. Merci Vincent Burnand-Galpin de m'avoir rejoint et que nous ayons discuté de ce livre Conquête. Ça a été un vrai plaisir de l'écrire ensemble. On me demande qu'est-ce qui a écrit plutôt ceci ou cela. Je me gratte un peu le crâne. Ça n'a aucune importance. C'est à moi que les gens aient l'impression en le lisant que ah oui, c'est celui-là qui a écrit tel chapitre. Je ne crois pas que ce soit l'impression que ça donne. Je crois que c'est véritablement bien intégré parce qu'il y avait un objectif, parce qu'il
il y avait quelque chose que nous visons, parce que c'était les fins qui déterminaient ce livre et pas les moyens. Voilà, espérons qu'il aura une descendance, une progéniture sur le plan des idées et aussi des actes. Espérons, espérons. Voilà. Merci Allez, pour cette vidéo. à bientôt. Nous, on se reparle très bientôt.